Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast organisé par la Fédération de la Vente Directe. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Giancarlo Chapoutier du Club Buy. Il a eu la gentillesse de nous proposer d'organiser ensemble une grande enquête sur les métiers de la vente directe. On va préciser d'emblée, évidemment c'est une enquête qui au départ se voulait la plus généraliste possible. On a recentré sur les métiers de la vente en réunion et du marketing de réseau. Et donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je pense qu'on aura l'occasion de parler de la vente à domicile, de la vente en face à face à d'autres occasions. Merci beaucoup Giancarlo d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir de te recevoir. On va pouvoir creuser un peu le sujet, mais peut-être avant de commencer, est-ce que tu veux te présenter et présenter le Club Buy ? Avec grand plaisir. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là et de pouvoir enfin vraiment faire une analyse poussée avec toi sur ce sujet. Je pense qu'il y aura des choses très intéressantes qu'on va apprendre durant ce podcast. Pour me présenter assez rapidement, du coup, Giancarlo Chapoutier. Je suis le gérant du Club Buy depuis l'été dernier. Donc, je suis arrivé dans la société pour justement apporter une nouvelle dynamique. Le Club Buy qui en soi est une plateforme qui accompagne les indépendants dans tous leurs besoins, que ce soit sur l'administratif, sur les réseaux sociaux, la prospection, de la formation, tout comme aussi des avantages qu'on essaie de leur trouver pour leur vie de tous les jours. Et en fait, en arrivant, la grande question que je me suis posée, c'était qu'est-ce qu'on doit faire, comment on peut améliorer le tout. Et c'est ça qui, de fil en aiguille, nous a mené jusqu'à cette enquête. Ok, donc juste pour bien préciser que tout le monde comprenne, le Club Buy, c'est à destination des indépendants qui ont besoin d'un soutien administratif, comptable, etc. Est-ce que c'est limité à la vente directe ? Non, c'est pas limité à la vente directe, c'est-à-dire que c'est accessible à tout le monde avec tous les statuts d'indépendants. Ceci dit, vu qu'on a une vraie histoire avec la vente directe et que c'est le cœur de notre métier, on a un grand focus sur la vente directe et on essaie vraiment de répondre aux spécificités de la vente directe, notamment du statut VDI. Donc, on va dire dans le cœur, ça reste pour la vente directe, mais c'est ouvert à tout le monde. Ça marche. Je précise que évidemment le Club Buy est partenaire de la fédération depuis des années et que c'est un plaisir de travailler avec vous. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as eu envie de lancer cette enquête? Pourquoi tu nous as sollicité là-dessus? Quel était ton objectif? Avec grand plaisir. Alors, comme j'ai dit, quand je suis arrivé au Club Buy, j'arrivais d'un background investissement et finance, donc pas forcément dans la vente directe. Et la première chose que je voulais faire, c'est comprendre. Parce que j'allais pas arriver avec des grandes idées et dire on va changer comme ça ou comme ça. Donc je voulais comprendre. Et la meilleure chose pour comprendre, c'est de parler avec les personnes. Et donc j'avais la chance de pouvoir m'entretenir avec beaucoup de distributeurs, de vendeurs. Donc j'avais fait une 50aine d'appels, de visio pour en parler avec eux de plein de sujets différents et en parallèle avec des sociétés. Et j'ai remarqué qu'il y avait des sujets où il y avait un petit décalage. Et je me disais que c'était quand même super intéressant tout ce que je recevais du terrain et qu'il y avait un intérêt de le partager avec tout le monde. Et en fait, c'est là où je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose un peu plus grand, avec plus de réponses et donc vraiment mettre en place une étude de marché à proprement parler. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant du coup pour la fédération et toutes les sociétés au sein de la fédération d'avoir ce retour du terrain, savoir ce qui s'y passe pour vraiment partager l'information que j'arrive à récolter. Et donc, c'est pour ça que je me suis approché de vous pour vraiment le faire ensemble parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et donc, vraiment, cette idée, c'était pour moi d'apprendre et in fine de partager cet apprentissage pour qu'on ait vraiment une enquête qui montre un peu l'état actuel sur le terrain et les besoins qu'on peut retrouver du côté des vendeurs. Oui, je confirme. Pour aller dans ton sens, nous, c'est toujours un sujet... essayer de mieux comprendre le terrain, les vendeurs, leur mode de fonctionnement, mais au-delà des vendeurs, on va parler de vente en réunion, les hôtesses, les consommateurs, les clients, comment on passe d'un consommateur à peut-être un ambassadeur, à un client, tout ça, c'est des sujets qui nous intéressaient énormément, sur lesquels on n'a pas forcément de chiffres, parce que c'est difficile à obtenir, et c'est pour ça que évidemment on a voulu accompagner ce projet. Et je précise pour le bien du podcast que on va le dérouler en deux temps. Dans un premier temps, c'est plutôt moi qui vais poser des questions à Giancarlo parce qu'on voudrait que vous compreniez comment techniquement cette enquête elle a été menée. Donc on va rentrer dans le détail de tout ça et ensuite je te laisserai la parole plutôt pour que toi tu m'interroges parce que je sais que ces résultats, en fait, ont levé des interrogations, tu t'es posé des questions, ça nous a amené à en parler, on s'est dit que c'était une bonne idée de partager tout ça avec vous. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, comment tu as constitué ton panel? Comment quelle méthode de recueillement de sondage tu as utilisé? Alors,
On a commencé de manière très simple, où c'était des visios avec les gens qui utilisaient le Club Buy, donc nos utilisateurs, nos membres. Et suite à ça, quand on l'a ouvert avec la fédération, on a réfléchi à plusieurs moyens déjà pour communiquer, pour avoir les gens qui participent. Donc là, on a eu l'aide de beaucoup de sociétés qui ont repartagé dans leur réseau. On a pu, grâce à la fédération, partager sur les réseaux sociaux et on l'a partagé à l'intérieur de notre communauté qui est quand même assez grande pour avoir un panel assez large et diversifié. Ensuite, pour avoir les résultats, on a vraiment travaillé sur un sondage assez classique avec des questions assez diverses. Donc on a eu des questions fermées pour vraiment avoir des statistiques plus dures, on va dire. On a eu des questions ouvertes qui, certes, étaient plus compliquées dans l'analyse, mais hyper intéressantes parce qu'on laissait vraiment le champ libre pour comprendre dans quel sens les vendeurs vont avec leurs réponses sans leur donner un cadre. Et ensuite, on avait aussi des questions plus statistiques où on leur demandait de classer selon les réponses. Les réponses pour mieux comprendre où est-ce qu'ils mettaient des priorités et où est-ce qu'on mettait moins de priorités. Donc, dans l'organisation, on a vraiment essayé d'être assez diversifié et de toucher un maximum de personnes, de sociétés différentes et de milieux différents pour justement avoir quelque chose de très représentatif. Alors, on estime souvent qu'il faut à peu près 1000 personnes, 1000 répondants pour qu'une enquête soit fiable ou nous donne une tendance, en tout cas, proche de la réalité. Est-ce que tu peux nous dire combien de répondants tu as eu sur l'enquête ? C'est ça, on est presque aux 1000 personnes, donc on est très très proche, donc ça fait vraiment plaisir. Surtout qu'après avoir échangé avec un institut de sondage, nous a dit pour la taille des sondés, d'avoir un taux de réponse aussi élevé est quand même hyper intéressant. Donc on a totalement rempli ce qu'on voulait faire et on le voit très bien dans les retours qui sont très proches de ce qu'on connaissait d'avant. Donc sur les statistiques au moins démographiques, ça représente exactement à quoi on s'attendait. Donc ça montre bien qu'on arrive à avoir une bonne représentation du marché. Et on verra qu'on a des surprises, pas forcément là où on l'attendait, mais exactement. Parce que justement l'enquête a affiné un peu certaines questions. On parle souvent d'un profil très féminin dans la vente directe. Alors on parle de croyances, mais c'est un peu plus que ça, parce qu'il y a d'autres sondages qui effectivement confirmaient ça. Mais est-ce que cette enquête confirme la féminité du secteur de la vente directe ? Entièrement. On a 90,7% de femmes qui ont répondu à ce sondage. Donc, on voit très bien que la tendance est clairement plus féminine, et ce qui est très très bien. Du coup, dans ce sondage, donc ça confirme vraiment l'image qu'on avait et ça confirme du coup la validité des sondés. Alors je rappelle encore une fois que l'enquête s'est focalisée sur la vente en réunion et le marketing de réseau. Et de fait, ça a écarté la vente en face à face qui, elle, est majoritairement masculine. Exactement. Ce qui explique ce petit delta par rapport à d'autres études qu'on peut sortir, mais qui inclut notamment l'amélioration de l'habitat. Donc 90%, pardon, tu disais. C'est à 90,7%. Et qu'est-ce qui caractérise ces conseillers et conseillères en termes d'ancienneté ou de rythme d'activité ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Totalement. Alors, nous avons 73,5% de personnes qui ont plus de 3 ans d'activité. Donc, on voit qu'il y a quand même des personnes qui connaissent la vente directe et qui ont passé une bonne partie quand même dans la vente directe. Nous avons 75% qui ont le statut VDI. Donc, ça aussi, ça se confirme quand même assez bien, avec 25% de statut plus diversifié. Et en termes d'âge, on a vraiment un noyau dur dans la quarantaine. Donc on a tendance parfois à dire que la vente directe peut être un peu plus vieillissante, mais on voit que dans le sondage c'est pas vraiment le cas. On a vraiment une bonne moyenne sur l'activité. Donc ça c'était pour moi déjà une surprise avec la première image que j'ai pu avoir au début et des retours que j'ai pu avoir, que in fine on a un réseau qui est quand même assez jeune. Donc une surprise assez plaisante. Ceci dit, bien évidemment, on a beaucoup moins de personnes qui ont moins de 30 ans. Donc ça, on le remarque quand même. On va avoir plus de personnes à plus de 60 ans qu'à moins de 30 ans. Mais avec un gros noyau à 40. On peut aussi se demander si ça tient pas aussi à la typologie de produits ou de services que les entreprises proposent. Évidemment, en fonction des entreprises pour lesquelles travaillent les conseillers de vente directe, ça a un impact sur la moyenne d'âge des équipes. Ok, très bien. Et alors, donc tu es rentré dans le détail. On va pas tout détailler parce que ce serait beaucoup trop long, mais il y a un sujet qui est quand même très important en ce moment, dont on parle et dont les entreprises parlent énormément, mais les conseillers de vente directe parlent énormément, c'est évidemment l'usage des réseaux sociaux. Il y a dans l'activité de conseiller de vente directe différentes étapes. De manière très schématique, il y a la prospection de clientèle, l'acte de vente et puis le suivi de sa clientèle. C'est un peu caricatural, mais ça a le mérite de scinder en 3.
on pourrait croire comme ça que la prospection aujourd'hui, elle se fait uniquement de manière digitalisée sur Internet, via les réseaux sociaux notamment. Est-ce que c'est vrai? Alors non, ce n'est pas vrai, qui est aussi une surprise pour moi parce qu'en effet, en arrivant, le premier sujet que j'ai entendu de partout, c'était les réseaux sociaux. Et in fine, on voit quand on leur a demandé les méthodes qu'ils ont pour prospecter, pour rencontrer de nouvelles personnes, pour vendre, on n'a pas les réseaux sociaux qui arrivent en premier, mais en termes d'utilisation, on a largement les réunions et les ateliers qui arrivent en premier. Ensuite, oui, on va retrouver les réseaux sociaux, le bouche à oreille et les recommandations clients qui arrivent. Ceci dit, ça c'est dans l'utilisation. Quand après on regarde l'efficacité, et ça c'est assez intéressant, on voit que les réunions et les ateliers restent plus efficaces, mais les réseaux sociaux retombent un peu. Donc on a une forte utilisation quand même, moins forte que les réunions et les ateliers, mais dans l'efficacité, il y a en tout cas un manque à gagner qui est constaté, et donc une efficacité un peu moindre que les autres moyens qu'on peut retrouver. Ok, et toujours pour avancer sur ces sujets des réseaux sociaux, donc tu constates que même si ça monte en puissance, notamment pour la prospection de nouveaux clients, ou même, on en parlera peut-être pour le recrutement, ça reste quand même secondaire par rapport à la rencontre avec les personnes. Est-ce qu'il y a cependant des attentes des conseillers de vente directe par rapport aux réseaux sociaux? Comment ils se projettent avec ces nouveaux outils? Enfin, ces nouveaux qui sont de moins en moins nouveaux, mais en tout cas avec ces outils. Alors il y a clairement une attente d'accompagnement et d'aide sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que dans les autres questions, où on a des questions plus ouvertes, on va vraiment leur demander quels sont leurs besoins et avec quoi ils passent la plupart de leur temps. On voit que les réseaux sociaux sont toujours en première ou en seconde place. Et donc il y a clairement une demande d'utilisation des réseaux sociaux. Il y a aussi, je pense, un peu une idée qui est faite autour des réseaux sociaux comme le meilleur moyen pour aller chercher un cercle plus large. Mais il y a aussi ce besoin d'accompagnement parce que on voit qu'ils sont un peu perdus. Ils savent pas comment gérer les réseaux sociaux, ils savent pas comment les utiliser. Et ils vont voir quelques exemples dans leur entourage où les réseaux sociaux ont bien fonctionné, mais ils n'arrivent pas à l'appliquer pour eux-mêmes. Et donc, oui, il y a un fort intérêt pour les réseaux sociaux, mais je pense que ça reste assez incompris et assez complexe pour les vendeurs de l'utiliser pour eux-mêmes. Et on ne peut pas leur en vouloir. Je pense que même si y aura n'importe quelle société aujourd'hui a vraiment des vrais challenges autour de la gestion des réseaux sociaux, ce n'est absolument pas simple. Mais du coup, on voit ça aussi pour les vendeurs qui ont un vrai challenge autour de ça et qui demandent de l'aide, qui demandent de l'accompagnement et qui veulent vraiment trouver une solution à ce sujet et savoir comment les utiliser de manière optimum. Très clair. Tu parlais tout à l'heure on évoquait tout à l'heure le recrutement. C'est un point qui est très important. Hein. Je rappelle pour les personnes qui tomberaient sur ce podcast et qui sont pas habituées aux entreprises et aux activités de vente en réunion ou de vente par réseau, le recrutement est important puisque on peut vous permettre, la plupart des entreprises permettent une évolution de carrière, d'activité, où vous pouvez vous-même constituer votre propre équipe et devenir leader de ces équipes. Donc le recrutement est un point important. Vous pouvez parrainer aussi souvent dans beaucoup d'entreprises des nouveaux ambassadeurs de marques ou de produits. Est-ce que les répondants ont vu des freins, des blocages par rapport à cette activité connexe? C'est-à-dire que quand on est conseiller de vente directe, on a une partie évidemment très importante qui est liée à la vente et à la proposition et à la promotion des produits, mais on a aussi cette possibilité d'aller recruter. Et on voit aujourd'hui que c'est un point sur lequel les entreprises insistent énormément. Qu'est-ce que disent les répondants par rapport à ça, à cette demande qui émane des entreprises? Très bonne question et sincèrement j'étais surpris. J'étais assez surpris quand j'ai vu quelle était la réponse la plus donnée, qui est tout simplement qu'il n'y a pas une priorité sur le recrutement. Donc on a 31% qui ont dit ils veulent pas faire du recrutement. Donc moi au début j'étais assez surpris. Je pense qu'in fine il y a peut-être une explication qui peut aussi se faire autour des sociétés qui ont pu participer où il y a plus un focus sur la vente que le recrutement, mais il n'en reste pas moins intéressant que le recrutement n'est pas la priorité de tout le monde. Et donc quand même 31%, donc la première réponse étant qu'on n'a plus forcément envie de faire du recrutement ou que c'est pas une priorité. Ensuite, on a deux autres points qui sont assez intéressants. Un point avec plus de 20% où on a vraiment cette peur du rejet qui peut être lié, dans quelques réponses, c'était des réponses ouvertes du coup, mais qui peut être lié à la mauvaise image aussi de la vente directe, comme juste la peur du non, qui est je pense hyper présente dans beaucoup d'aspects.
Et après, on a le troisième qui est juste et simplement le manque de temps. Les gens, 15% disent qu'ils n'ont pas le temps de recruter. Donc c'est quand même super intéressant de voir que les blocages viennent de choses assez diverses. Oui, tu as raison. On reviendra, je pense, sur ces points-là Avec plaisir. tout à l'heure, parce que c'est des sujets qui sont hyper importants. Mais on constate donc que pour faire le pont avec les réseaux sociaux dont on parlait tout à l'heure, les réseaux sociaux ne lèvent pas complètement les freins au recrutement. C'est-à-dire que quand on a des blocages pour aller parler de l'activité et proposer une activité en vente directe, en fait, on se rend compte qu'on a les mêmes blocages qu'on soit sur les réseaux sociaux ou en présentiel avec les personnes. Donc, c'est intéressant de voir que ça reste un point sur lequel on peut, à mon avis, tous travailler. Ok. Peut-être juste si tu veux peut-être rajouter des points techniques avant qu'on passe à l'autre partie du podcast et des questions que toi tu voudrais me poser, mais est-ce qu'il y a des points que tu voudrais rajouter par rapport à l'étude? Alors, je pense que une chose qui est importante à garder en tête, c'est qu'on a eu beaucoup de questions ouvertes. Donc, on fait des statistiques avec une dynamique, mais il y a des personnes qui ont fait des réponses qui sont assez, on va dire, assez développées et qui sortent du coup des statistiques. Donc, faut vraiment le voir comme une dynamique, pas comme une vérité absolue, comme tout sondage. Je pense que ça, c'est important à garder en tête. Et sinon, en soi, non, rien à souligner. Je pense qu'il y a quelques résultats que j'aimerais bien soulever par la suite, parce qu'il y aurait une analyse qui serait intéressante pour que je puisse aussi mieux le comprendre, et je pense que toutes les personnes qui nous écoutent également. Mais du coup, je pense juste garder en tête que il y a une analyse sur les questions ouvertes qui donne plus une dynamique qu'une vérité absolue, et c'est toujours important de mettre cette nuance quand même dans les résultats. Ok, super. Écoute, très bien. Alors, je sais que toi, tu avais des questions à me poser. Exactement. Donc, écoute, on inverse un peu les rôles et je t'écoute si tu veux mon ressenti ou mon avis sur peut-être des résultats que tu as obtenus via cette enquête. Absolument. Alors, je reviens sur une des premières questions qu'on avait dans le sondage, qui était assez simplement le changement des dernières années. Donc, on a demandé aux sondés s'ils ont remarqué un changement sur les dernières années dans la vente directe, et ensuite s'ils ont su s'y adapter. Donc on a 91% qui en effet ont constaté un changement, et 76% qui ont pu s'y adapter. Et on a demandé du coup plusieurs raisons pour lesquelles ils ont su s'y adapter. Donc on a la gestion des réseaux sociaux qui était importante pour s'y adapter, la digitalisation très fortement, donc je pense qu'il y avait vraiment cette partie-là qui était importante, et la troisième qui était juste la formation en général, d'être formé et d'avoir la possibilité de s'adapter à ces changements. Et en fait la question là pour moi est assez simple. À quoi ressemble ce changement ? Ouais, alors la question est simple, la réponse est plus complexe. Je pense qu'on est vraiment dans une phase où le commerce en général est dans une mutation profonde. Il y a une volonté, je pense, de plus en plus marquée chez le consommateur en général de s'intéresser beaucoup plus à ce qu'il consomme et comment il le consomme. Et à ça s'ajoute évidemment l'omniprésence des réseaux sociaux. On le voit dans l'évolution des campagnes marketing des différentes marques, grandes ou petites. La simple communication sur Google Ads n'est plus suffisante. On réfléchit de plus en plus à travailler avec des influenceurs, avec des influenceurs importants, avec des micro-influenceurs, et on devient tous un peu influenceurs des services ou des produits qu'on développe. Et d'ailleurs, les marques vont redoubler d'efforts pour nous inviter à parler des produits, et notamment sur les réseaux sociaux. Et donc, dans ce cadre-là, évidemment, ça rebat un peu les cartes des métiers de la vente directe, puisque par définition, la vente directe, c'est la mise en relation entre deux personnes au moins. Donc ça peut être un vendeur et puis une communauté de personnes. Je pense au marketing de réseau, je pense à la vente en réunion, etc. Donc, mais ça repose à chaque fois sur l'identification très humaine, très personnelle de cet ambassadeur de marque, qui soit leader d'une équipe ou conseiller de vente avec ses clients. Donc c'est forcément, quand on met au milieu de tout ça un nouvel outil digital, alors évidemment l'email, tout ça est venu déjà un peu bousculer la communication, mais là on est à une phase où il y a les réseaux sociaux. Et là on doit se mettre nous-mêmes en avant
On se rend compte que le simple copier-coller d'une communication lambda n'emporte pas de likes, de commentaires et d'actions derrière. Donc on a besoin de se mettre en avant et on devient tous, et les vendeurs deviennent tous un peu des micro-influenceurs, des influenceurs pour leurs clients, pour leur communauté, et que c'est ce qui fonctionne souvent quand c'est fait de la meilleure des manières. Je dis que ça fonctionne, mais en même temps, et l'étude le montre, ça ne remplace pas cette relation humaine, cette présence physique. Et je pense que honnêtement, on le constate. Les très bons conseillers de vente directe, les leaders, ceux qui arrivent à capter une grande communauté, sont des gens qui, s'ils utilisent les réseaux sociaux, ne le font jamais au détriment d'une véritable relation humaine. On le voit, les leaders en marketing de réseau ou dans les entreprises de vente en réunion connaissent leur communauté, souvent connaissent une grande partie de leurs clients personnellement. Et donc les réseaux sociaux, c'est un outil supplémentaire pour, selon moi, optimiser cette relation humaine. Sauf que c'est facile à dire quand on est là tous les deux assis dans le canapé, c'est beaucoup plus difficile à faire dans la pratique. Et il y a un point dont tu parlais dans le résultat, tu parlais du temps. En fait, on pourrait croire comme ça que les réseaux sociaux simplifient la vie du vendeur. Parce qu'on se dit, le conseiller de vente, avant, il devait se déplacer, il devait aller voir les personnes ou les réunir. Et on dit, maintenant qu'il a les réseaux sociaux, c'est plus facile. C'est faux. C'est une activité à part entière. Ça prend du temps, c'est chronophage. Ça provoque aussi chez nous des craintes parce que on n'a pas forcément envie de se voir. On en a un bon exemple là. On est très content de faire ce podcast. On n'a pas forcément envie de se voir derrière. On fait l'exercice parce que c'est notre métier et qu'on doit le faire. Mais c'est pas forcément un plaisir. C'est pas forcément simple. Et puis il y a autre chose. Quand on fait un métier de vente directe, on le fait au départ parce qu'on aime les autres, parce qu'on a envie de partager une passion, alors ça peut être un produit, un service, avec les autres. Donc les rencontrer. Si c'est juste coller derrière une caméra, on rencontre plus personne. Donc je pense que l'avenir de la vente directe, il est dans un mix qui est hyper intéressant, qui est à la fois l'entretien d'une communauté et d'une communauté de consommateurs, de clients, de contacts autour des réseaux sociaux, mais souvent matérialisé aussi par une rencontre physique, des appels, des visios qui sont déjà quand même un petit peu plus humaines. Et le mix, il est à trouver. Il est compliqué à trouver. Mais on voit quand même qu'on a de plus en plus de conseillers de vente directe qui arrivent à trouver le bon équilibre. Et je crois aussi profondément qu'il n'y a pas une solution qui convient à tous. On va avoir des conseillers de vente directe qui sont extrêmement à l'aise avec les réseaux sociaux, qui aiment ça, et qui vont donc donner une part plus importante au digital. Et puis on en a d'autres qui aiment profondément être au contact d'eux. Et moi, je me souviens encore, il n'y a pas si longtemps, discuter avec certaines conseillères de vente directe qui me disaient qu'elles avaient des dates de démonstration calées 1 an à l'avance parce qu'elles adorent ça et que les clientes aussi et leur communauté adoraient se rencontrer. Donc, je crois qu'il faut pas forcer ce qu'on est et que c'est pas parce qu'on digitalise une profession qu'elle doit se faire au détriment de ce qu'on est individuellement. La vente directe, c'est la mise en relation de 2 êtres humains. Si on commence à changer ces êtres humains, à mon avis, on va droit dans le mur. Si on les force à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie, ils vont droit dans le mur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on constate quand même de plus en plus. C'est super intéressant et ça répond aussi à la prochaine question que j'avais qui était un peu de comprendre l'efficacité des réseaux sociaux et donner des éléments sur pourquoi ça marche moins bien. Mais pour rebondir aussi sur ce que tu disais, il y a des choses qui sont très vraies et que j'ai pu vivre moi-même pour partager, on va dire, la petite vie d'entrepreneur de mon côté. Ou pareil, je me suis mis aussi aux réseaux sociaux parce que j'ai vu d'un côté que c'était quelque chose qui était extrêmement important pour nos membres. Et donc, avant de pouvoir aider les autres, il faut essayer soi-même et mieux comprendre et se mettre à la place. Et en fait, ça prend beaucoup de temps. Déjà, oui, clairement, j'ai dû prendre 2 personnes qui travaillent en temps plein sur nos réseaux sociaux pour faire les tournages, pour faire les vidéos. Et ça me prend encore du temps de faire quand même le tournage alors que j'ai rien à faire derrière. Donc oui, c'est quelque chose qui est compliqué. Il faut être vraiment assidu et vraiment suivre tout ce qui se passe sur les réseaux pour pouvoir le faire fonctionner. Et c'est un métier à part entière. Et je suis entièrement d'accord que les réseaux sociaux sont un outil qui ne conviennent pas à tous et qu'on peut l'utiliser d'une manière très différente. Il y a des personnes qui vont se dire, moi je vais faire des lives tout le temps et juste parler à une caméra et avoir l'interaction avec les personnes. Il y a d'autres personnes qui vont faire des contenus vidéo, d'autres personnes qui vont faire des contenus photos, et d'autres personnes qui vont pas travailler sur les contenus mais qui vont l'utiliser pour écrire et faire de la prospection pure et dure. Et en fait, je pense que ce qui est très compliqué dans beaucoup de formations qu'il y a sur les réseaux sociaux, de ce que j'ai eu dans mes entretiens, du coup la 50aine d'entretiens en visio, c'est que on a toujours la même formation.
et en fait ça s'adapte pas à leurs besoins et à leurs personnes. Et je pense que ça c'est quelque chose qui est assez complexe parce qu'il y a des personnes qui sont très forts devant une caméra, il y a d'autres personnes qui savent très bien envoyer des messages et avoir à capter l'attention, et il y a d'autres personnes qui vont juste pas vouloir parler d'eux, vont plus parler de produits. Et en fait je pense que là-dessus il y a vraiment un vrai challenge de comprendre quelle est la personne, quel est son style, et s'adapter à ça. Et beaucoup de gens ils pensent que les réseaux sociaux c'est juste une stratégie, on la met en place, on devient influenceur. Non. Si demain vous avez 500 personnes qui voient votre photo, c'est énorme. 500 personnes qui s'intéressent à ce que vous dites, c'est énorme. Et donc, c'est exactement ce que j'essaye de vivre, enfin que je vis et que j'essaye de faire marcher de mon côté actuellement avec les réseaux sociaux. Et en effet, c'est pas simple. Et il n'y a pas de solution simple, sinon on serait tous influenceurs. Non, t'as raison. Je rebondis sur l'efficacité des réseaux sociaux. En fait, il faut bien comprendre que quand on utilise des réseaux sociaux pour publier des stories, des réels, on donne de l'information à nos contacts, à notre communauté, mais on peut lui proposer d'acheter un produit éventuellement. Mais ça reste froid et distant en fait. Il y a pas d'échange simultané. Et la conversion réelle, elle va se faire au moment de cet échange. Alors ça veut pas dire que cet échange simultané, il doit forcément se faire en présentiel, même si je pense que on démultiplie encore l'efficacité. Mais à un moment donné, vous devez être en mesure de dialoguer, de pouvoir dialoguer avec votre communauté et vos consommateurs. On pourrait faire un pas de côté. On entend beaucoup parler du social selling. Social selling qui serait l'évolution de la vente directe. Je pense qu'il faut faire attention aux termes employés et aux dynamiques. Pour moi, le social selling, c'est d'abord et avant tout la recommandation d'un produit. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait dans l'animation d'une communauté, en tout cas au départ. On va au tout départ recommander des produits qui nous intéressent et en tirer une commission ou un bénéfice. Après, je pense que un social seller qui effectivement développe son activité et veut en tirer un bénéfice plus important, en faire y passer plus de temps pour obtenir un gain financier plus intéressant, et puis parce que l'activité l'intéresse, alors il devient vendeur en direct. Pourquoi ? Parce que il va devoir développer sa communauté, il va devoir beaucoup plus interagir avec cette communauté, aider d'éventuels nouveaux ambassadeurs et être beaucoup plus au contact de ses consommateurs s'il veut une récurrence d'achat, s'il veut une fidélité, particulièrement quand évidemment on a ses propres produits, sa propre gamme. Donc il faut faire attention à ça. La recommandation, pour moi, c'est une technique d'acquisition de clientèle, mais la vente directe, elle se matérialise par un échange simultané le plus fréquent possible et par des démonstrations en visio. Donc le social selling peut être une technique de vente directe, elle reste une technique. Et aller vers la vente directe, ça veut dire développer la relation particulière qu'on a avec sa communauté et ses vendeurs. Je suis entièrement d'accord là-dessus. Pour donner un dernier exemple pour confirmer ça, j'ai parlé avec beaucoup de personnes qui justement étaient actives sur les réseaux sociaux et qui avaient plus ou moins de succès. Donc notamment des influenceurs qui sont arrivés dans la vente directe et qui ont essayé d'appliquer du coup leur monde à la vente directe, et des vendeurs qui se sont mis aux réseaux sociaux et ça a bien marché. En fait, on voit que les influenceurs qui passent dans la vente directe vont pas réussir. C'est pas si simplement réussir. Il y a toute une technicité, un management derrière qui est beaucoup plus complexe que juste dire regardez ce produit, achetez ce produit. Alors que les personnes qui vont du coup commencer de zéro, même avec 5000 abonnés, vont avoir des meilleurs résultats que les influenceurs avec 100 000 abonnés qui essayent de rentrer dans la vente directe. Donc c'est vraiment très spécifique et ça confirme totalement que la dynamique n'est pas la même. C'est pas juste du social selling, c'est vraiment de la vente directe. Et on a besoin de ce côté-là, de comprendre comment on gère les personnes, comment on crée ce lien humain pour que ça fonctionne. T'as complètement raison et je sais que tu vas m'en parler, donc je mange un peu la feuille, mais il y a autre chose, c'est que les entreprises de vente en réunion, de marketing de réseau et même de social selling qui passent le cap structurel de la vente directe, c'est aussi des communautés d'ambassadeurs et de vendeurs. C'est-à-dire quand on travaille pour une entreprise de vente directe, on n'est jamais seul théoriquement. On a une équipe autour de soi qui sont souvent deviennent des amis, en tout cas des confrères, puisque tout le monde est indépendant, des leaders, des gens qui vous donnent la direction, qui vous aident, qui vous forment, qui vous soutiennent. Et ça, c'est très très important. Quand on est influenceur, on est tout seul. On peut faire la promotion d'un produit et en tirer un bénéfice parce qu'on a un contrat avec une marque. C'est pas du tout la même chose que de soi-même utiliser les produits, les connaître, les proposer, les vendre et être le premier niveau de SAV. C'est-à-dire que forcément, quand vous êtes en contact avec votre communauté,
qui vous a fait confiance et qui a acheté un produit, qu'elle voulait acheter directement ou indirectement, s'il y a un souci avec le produit, c'est souvent vous que la personne va contacter. Donc c'est important de bien faire cette distinction. Et moi, je trouve ça hyper intéressant parce que dans un monde qui s'ultra-digitalise et où effectivement l'influence est vue comme l'alpha et l'oméga du marketing de demain, la vente directe et les entreprises de vente directe et les conseillers de vente directe ont un vrai coup à jouer parce que contrairement à de la publicité, eux, il y a une vraie relation avec les clients. Et ça, je pense que ça changera jamais. Ça évoluera, ça se digitalisera encore plus, mais à la fin, il y aura toujours cette relation particulière entre le consommateur, qui devient d'ailleurs souvent un peu ambassadeur, et le conseiller de vente directe. Alors, entièrement d'accord. Et ça mène vers la prochaine question quand on parle vraiment du réseau et cette relation humaine. C'est un résultat qu'on a eu, où on a beaucoup de sondés qui ont dit qu'ils aimeraient bien plus travailler sur la fidélisation, avoir plus de fidélisation à travers du coup leur réseau, mais aussi leurs clients, et qui demandent aux sociétés, comme aussi aux leaders autour d'eux, de faire plus d'efforts sur la fidélisation. Et du coup, la question que je me pose, est-ce que la fidélisation est devenue une nouvelle priorité avec la prospection ou pas ? Alors, je sais que beaucoup d'entreprises se concentrent énormément sur la fidélisation et sur les techniques qui permettraient d'améliorer la fidélité des clients. Je comprends ça. J'ai un doute, moi, sur le focus complet, ou plutôt ce qu'on attend de la fidélisation. Historiquement, en vente à réunion, par exemple, je crois qu'en marketing de réseau, c'est vrai aussi, la fidélité venait essentiellement de la capacité du conseiller de vente ou du leader à animer cette communauté. Quand je dis animer, c'est pas simplement lui donner des coupons remises, des réductions ou la primauté sur tel ou tel lancement de produit. C'était plus que ça. C'était des démonstrations, c'était une explication propre à la personne et pas au produit. Et c'est ce qui faisait la fidélité. Et la fidélité du consommateur, elle était au moins autant au produit qu'au conseiller de vente directe. Si on pense que développer des programmes de fidélité avec des coupons remises ou de réduction ou par exemple de l'affiliation pure et simple va nous permettre de retenir le client, je pense qu'on commet une erreur. Oui, ça peut y contribuer, ça peut l'amener à acheter de nouveau dans l'année un produit parce qu'il bénéficie d'une réduction. Mais ce ne sera pas une fidélité aussi durable que si elle est accompagnée par le conseiller de vente directe. Et donc, tout l'exercice réside en, certes, on développe des programmes de fidélité, parce que je pense que c'est des choses qu'il faut faire, mais comment on les met à disposition, pas directement du consommateur, mais d'abord du conseiller de vente directe. C'est lui qui doit pouvoir utiliser ce programme fidélité comme il l'entend pour pouvoir animer sa communauté. Il faut bien comprendre, selon moi, que les conseillers de vente directe, demain les ambassadeurs des marques et les consommateurs veulent être de plus en plus actifs dans la vie du produit et de la marque. Et donc quand on leur donne cette possibilité de jouer avec ces outils-là, là la fidélité elle va se développer. Et parce que cette fidélité va se développer, le recrutement et le développement de carrière de conseillers de vente directe va elle aussi se développer. Parce que historiquement, en vente directe, on recrute, c'est-à-dire qu'on active des nouveaux vendeurs essentiellement dans sa communauté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces consommateurs qui ont l'habitude de consommer ces produits, qui les aiment, qui font confiance à leurs conseillers de vente directe, un jour ils se disent je pourrais le faire aussi. Et ça, je pense que ça restera vrai, peu importe qu'on utilise ou pas les réseaux sociaux. Donc, un programme de fidélité, un programme d'ambassadeur pour les consommateurs, oui, mais toujours dans la main, j'ai envie de dire, ou en tout cas sous contrôle du conseiller de vente directe qui va pouvoir l'utiliser pour animer tout ça. C'est super intéressant parce que ça me fait repenser du coup à quelques questions ouvertes qu'on a vu passer et aux autres questions qu'on a avec les besoins et les tâches quotidiennes. Et en fait, je pense que, en effet, les programmes de fidélité sont intéressants, mais je pense qu'on peut le voir aussi comme une manière de faciliter leur vie. Parce que quand on voit les résultats, on voit qu'il y a plusieurs choses qui leur prennent du temps, j'en reparlerai par la suite, mais plusieurs choses où ils aimeraient juste avoir plus de facilité et avoir, on va dire, une activité où ils ont la possibilité de déléguer des choses plus simples et se concentrer vraiment sur ce qui
les amuse le plus et avoir le produit. Et on revoit aussi beaucoup cet accompagnement dont on reparlera bien évidemment. Et donc je pense c'est assez juste de dire que la fidélisation et on va dire l'activité du réseau passe par faciliter l'activité au maximum. Bien sûr, il y a eu des personnes qui voulaient avoir juste un revenu fixe et ne pas avoir besoin de faire de prospection. Ça n'existe malheureusement pas. Mais vraiment d'essayer de leur donner tous les moyens, les outils qu'ils peuvent choisir, dont ils ont besoin et les utiliser de la manière dont ils ont besoin pour fidéliser. Et je pense que cette fidélisation, comme tu le dis très justement, est aussi un moyen de recrutement parce que on recrute notre entourage et quand on voit que notre activité nous épanouit et qu'elle est simple d'accès, en fait, ça donne envie aux gens de nous rejoindre. Et quand on parle justement de la fidélisation, je pense que ça joue aussi ce besoin exprimé joue dans la prochaine question dont on parlait beaucoup de peur du rejet. Parce qu'en effet, si j'ai peur du rejet, je préfère fidéliser et pas aller chercher de nouvelles personnes et me dire ça tourne bien avec les gens que j'ai déjà. Mais du coup, la peur du rejet reste présente. Et donc, c'est un vrai bloquant pour beaucoup de personnes dans la vente directe. Et en fait, la question c'est, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le rejet ou alors pour combattre cette peur du rejet qui freine du coup énormément les vendeurs? On peut pas éviter le rejet. Ce rejet, il dépend tellement d'éléments. Et d'ailleurs, il n'est pas propre à la vente directe. Hein. Il est propre au commerce sous toutes ses formes. D'ailleurs, il est propre, quand je dis sous toutes ses formes, en B2B et en B2C. Totalement. Demain, un vendeur de machines-outils dans une usine va avoir cette peur du rejet au même titre qu'un vendeur qui vend, je sais pas moi, des compléments alimentaires en vente directe. Donc cette peur du rejet, elle est normale quand on est commerçant, quand on propose quelque chose contre de l'argent. Elle est logique pour plein de raisons. On peut se sentir illégitime, on peut avoir peur de pas maîtriser suffisamment son sujet, donc pas être légitime à proposer un produit contre de l'argent, c'est une possibilité. On peut avoir peur de la réaction de notre interlocuteur parce que on a peur d'une possible mauvaise image ou désuète image de la vente directe. On peut avoir peur du prix, tout simplement, un rejet. Donc des raisons pour le rejet, il y en a plein. Et en même temps, s'il n'y avait pas cette peur du rejet, il n'y aurait aucune satisfaction de la vente. Et donc je comprends parfaitement, pour avoir travaillé, tu le sais moi, en vente directe, avoir discuté avec énormément de vendeurs, cette peur, elle existera toujours à partir du moment où on propose quelque chose contre de l'argent, mais elle reste à mon avis aussi moteur, parce que c'est ce qui va à la fin nous donner de la satisfaction. On va se rendre compte qu'on a réussi à passer au-delà des objections. Et la clé pour moi, elle est d'être extrêmement honnête et extrêmement naturel dans l'approche qu'on a avec le produit. C'est-à-dire que si on considère que les produits sont bons et qu'on les utilise, il faut le dire très clairement. S'il y a des objections par rapport au métier, oui, mais ton entreprise ou ton secteur, c'est quand même un secteur un peu bizarre. Pourquoi vous n'êtes pas dans les magasins ou sur Internet ? Il faut être clair, dire, mais parce que notre modèle économique, il repose justement sur le fait qu'on paye des conseillers de vente directe plutôt que de la publicité à la télé. Je caricature, mais tu auras compris mon propos. Je pense qu'il faut être honnête. Et alors, cette honnêteté, elle est à double tranchant. Je pense, moi, que ça fonctionne dans la très grande majorité des cas. Et puis, parfois, la personne ne l'entend pas. C'est-à-dire qu'elle se dit, non, mais moi, je ne fais pas confiance à cette personne. Dont acte, c'est pas grave. On peut jamais convaincre tout le monde. C'est, hélas, ou tant mieux, je sais pas. C'est en tout cas normal. Et je crois qu'il faut pas insister. Il faut pas perdre de temps. On aura de toute façon, parce qu'il y a toujours autour de nous des gens qui nous ressemblent et donc qui vont nous comprendre suffisamment de ces personnes pour vivre d'une activité de vente directe et parfois même en vivre très bien. Donc, il faut pas s'arrêter, il faut pas se frustrer. C'est parfois ça peut être blessant. C'est assez rare, mais on a encore parfois des échos de consommateurs qui sont blessants. Mais je rassure ou j'inquiète les gens qui nous écoutent, c'est pas propre à la vente directe. Si vous demandez à n'importe quel vendeur dans n'importe quelle entreprise, que ce soit en boutique et même sur Internet, vous avez parfois des clients et des consommateurs qui sont blessants, sans le vouloir la plupart du temps, peu importe l'activité qu'on peut avoir. Donc moi je crois qu'il faut être assez fier. Et un des arguments aussi pour moi, c'est
que vous serez là en fait, et que peu importe ce qui se passe avec le produit, peu importe ce qui se passe demain, les questions que les clients peuvent avoir, ben en fait vous êtes disponible parce que la personne a votre numéro de téléphone, votre WhatsApp donc et votre email, et qu'elle peut vous contacter à tout moment, et que la relation que vous allez créer, elle est un peu différente que quand vous achetez froidement sur un site internet où là la relation elle est un peu plus impersonnelle, même si je sais que beaucoup de sites internet essayent de rendre tout ça un peu plus personnel. Et ça c'est un gros avantage, il faut pas hésiter à dire je suis là, moi Frédéric en l'occurrence, je suis là pour t'accompagner si tu as la moindre question sur les produits. Ça fait quand même une énorme différence. On est entièrement d'accord, et je pense que même pour la partie de c'est pas juste dans la vente directe, oui, enfin moi je l'ai vécu aussi et j'avais la peur du rejet aussi, donc si vous nous écoutez, vous êtes vraiment pas seul, on a tous cette peur. Et en effet, je pense que ça joue aussi un peu de ce qu'on disait avec les réseaux sociaux, où on se dit, en fait, les réseaux sociaux, je vais pas être rejeté parce que je mets juste une image et les gens viennent vers moi, donc c'est plus confortable. Et en fait, ce qui est drôle avec les réseaux sociaux, et moi j'ai fait beaucoup avec LinkedIn, c'est que quand j'ai commencé à avoir vraiment du succès sur LinkedIn, c'était quand j'ai eu le rejet par commentaire, où les gens par commentaire me disaient, mais c'est n'importe quoi. Parce qu'à partir du moment où quelque chose fonctionne, c'est là qu'on va avoir le rejet. Et ce qui, moi, m'a aidé personnellement, c'est de me dire à un moment, en fait, le rejet, c'est un signe que, de un, je parle à assez de gens, parce que si j'ai pas de rejet, c'est-à-dire que je fais pas mon travail, et de deux, que quand ça fonctionne, c'est là où on va avoir du rejet, parce que bien sûr, ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais pour avoir des gens qui l'apprécient, il faut avoir des gens bien évidemment qui ne l'apprécient pas et qui nous rejettent. Donc en effet, les gens sont pas seuls là-dessus. Oui, tu as raison. Et puis après, il faut pondérer ce qu'on vient de dire, parce que il y a le rejet blessant qui est quand même très rare. Et puis, il y a simplement le non, parce que l'offre qu'on a faite ne correspond pas aux besoins de la personne qu'on vient de contacter, parce que pour une raison qui tient parfois de l'irrationnel, ça fonctionne pas avec cette personne, donc elle vous fait pas une confiance naturelle. Et puis, et c'est le plus souvent, cette personne qui vous a dit non le 1er janvier de l'année, il y a de grandes chances qu'elle vous dise oui 2 mois plus tard, tout simplement parce que vous avez continué de tout simplement lui envoyer un petit mot ou de communiquer avec elle, ou en tout cas de continuer de l'inviter aux événements que vous organisez, en visio ou pas, sur les réseaux ou pas. Et souvent ça fonctionne parce que une personne au départ va dire tiens, qu'est-ce qu'elle propose, puis ça m'intéresse pas, et puis il se peut qu'un mois plus tard, finalement elle ait besoin de tel produit qui vous correspond. Je dis j'ai rencontré un tel, je vais aller la voir. Donc le rejet, il faut le relativiser et se dire que voilà, il y a aussi beaucoup de méconnaissances au départ qui amènent le rejet. C'est vrai d'ailleurs sur le secteur. Souvent, il y a une méconnaissance, une vision du secteur qui est très erronée. Et en fait, quand vous commencez à discuter avec les personnes de ce qu'est véritablement le secteur et votre activité, ça change complètement. Et on le voit au quotidien. Entièrement d'accord. Je pense que c'est un très très bon point. Et en parlant du coup du secteur, de cette image qu'on peut avoir, on a aussi posé la question de quel était l'avantage principal de ce secteur. Et pour moi, une petite surprise, c'est que ce n'était pas les revenus, le premier avantage, c'était le deuxième. Le premier, c'est la liberté. Et donc ma question c'est, est-ce que la vente directe n'est peut-être pas parfaitement dans cette ère de temps où on cherche de la liberté et la possibilité d'avoir cette flexibilité et l'équilibre de vie? Est-ce que du coup la vente directe n'est pas la solution idéale pour ça? Alors c'est ma conviction profonde, c'est clair. Je pense que jamais notre modèle de distribution n'a été aussi en phase avec son temps. Pourquoi ? Parce qu'on le voit, c'est statistique, on a de plus en plus de personnes qui veulent être libres de leur temps de travail, de s'organiser comme elles le souhaitent, avec toutes les difficultés que ça engendre, c'est pas simple de le faire. Et aussi parce il y a une étude là-dessus qui est sortie il y a pas très longtemps, je crois que c'était en début d'année 2025, qui montre que on a plus de 25% des personnes qui veulent être à leur compte sans créer d'entreprise, au sens entreprise avec des salariés structurés. Donc c'est des gens qui veulent être indépendants. Donc on est dans un momentum, en tout cas en France, mais je sais que c'est une tendance de fond, notamment en Europe, qui doit être propice aux entreprises de vente directe. Attention quand même. Moi, je pense que si les entreprises de vente directe n'évoluent pas, n'accompagnent pas ce mouvement-là, on le verra notamment en accompagnant, en formant, en mettant à disposition des technologies. Attention, on peut passer à côté
et il y a d'autres sociétés qui peuvent en profiter et proposer des fonctions indépendantes qui ne serviraient pas en fait le modèle de distribution. Mais oui, clairement, on est dans ce momentum où je pense que tout le monde a envie d'être très autonome dans son activité, que la subordination hiérarchique est quelque chose qu'on a de plus en plus de mal à accepter. Et donc, de ce point de vue-là, la vente en réunion, la vente par réseau sont des univers complètement propices à s'épanouir, à l'épanouissement de ces personnes qui veulent être autonomes et indépendantes. Oui, ça, c'est sûr. Alors, entièrement d'accord. Je pense que pour parler pour ma génération, en tout cas, c'est clairement une envie qu'on a de plus en plus. Mais la vente directe est une solution idéale. Je pense que la seule chose pour survenir sur ne pas laisser passer notre chance, c'est qu'il faut qu'on communique un maximum dessus. Il faut vraiment le faire connaître et savoir que cette possibilité existe auprès de tous et surtout les jeunes qui ont cette envie qui est de plus en plus grande. Ouais, alors je rebondis, puisque tu dis que je suis beaucoup plus vieux que toi, je rebondis là-dessus. Non, mais t'as raison, bien sûr, mais je pense que ça transcende les générations. Okay. Je pense que cette volonté d'indépendance, d'autonomie, c'est pas seulement une histoire de génération. C'est plus marqué sur les personnes qui ont aujourd'hui entre 20 et 30 ans. Mais je pense que même les générations qui ont 40, 50 et peut-être même plus se posent sérieusement la question de lancer une activité indépendante. Pourquoi ? Parce que je pense sincèrement que c'est l'évolution des mœurs qui est profonde et qui va dans le sens de ce changement structurel de la manière dont on va travailler dans les 50, 100 ans qui viennent et qu'on en est au début. Je peux me tromper, c'est de la prospective à long terme, mais je pense sincèrement qu'on va vers ça et qu'il y aura une proportion de plus en plus importante de personnes qui voudront ne pas être dans une entreprise classique, donc répondre à des ordres directs. Ça, je pense sincèrement, ouais. Donc, il faut saisir l'opportunité, clairement. Oui, je pense. Et ensuite, pour revenir du coup aux besoins, on avait cette question où on demandait vraiment les besoins principaux et on avait du coup la prospection qui revient, les réseaux sociaux, gérer l'administratif, mais et surtout l'accompagnement, la formation. Mais dans les questions ouvertes, on parlait plus d'accompagnement que de formation. Et en fait, la question ici, c'est quoi l'accompagnement ? Comment accompagner ? Tout ce qu'on disait avant, je pense que du coup, une des grandes clés, c'est l'accompagnement. Ta vision de l'accompagnement ? Alors, c'est le paradoxe avec ce qu'on vient de dire juste avant. Nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir être indépendants, autonomes et à ne pas travailler dans un cadre hiérarchique. Pour autant, on n'a jamais autant demandé d'accompagnement. En fait, on veut le beurre et l'argent du beurre. Et c'est normal, on évolue, ça me choque pas. On veut simplement, je pense, être accompagné sans qu'on nous donne d'ordre. Et c'est là où on sent la difficulté à mettre tout ça en œuvre. C'est que il faut trouver des managers et des leaders qui sont capables d'accompagner, de motiver, de challenger, d'encadrer, mais au sens de l'activité, pas au sens de la personne. Il y a pas de subordination. Tout en acceptant qu'à tout moment, une personne que vous avez accompagnée pendant 1 an ou 2 ans, qui s'est développée, qui était a priori très heureuse avec vous, parte et arrête. Parce qu'encore une fois, elle est libre. Et cette acceptation d'un management vraiment différent, il n'est pas évident. Alors on pourrait croire qu'en vente directe, et notamment en marketing de réseau, c'est quelque chose d'habituel. Ce serait aller un tout petit peu vite en besogne. Parce que même si effectivement, notamment dans le marketing de réseau en vente en réunion, on a cette habitude d'avoir du management non subordonné, on gardait quand même des techniques de management qui étaient parfois proches, enfin qui étaient assez classiques en fait. Et ça, c'est en train d'évoluer fortement. Encore faut-il trouver ces leaders, encore faut-il trouver ces personnes qui ont envie d'accompagner les autres. Et ça, c'est aussi compliqué parce que le paradoxe, il est là. Si vous avez envie d'être autonome, d'être indépendant, donc un peu solitaire parfois, c'est un peu antinomique avec le fait d'accompagner les autres. Donc voilà. Donc il faut trouver les vocations dans les équipes, dans les personnes qui se lancent en vente directe, qui ont envie justement d'accompagner les autres. Pas simple, c'est un vrai défi. Mais par contre, ça donne des possibilités incroyables parce que pour ces personnes qui ont envie comme ça d'accompagner leur communauté, de voir les gens s'épanouir dans une activité professionnelle, on prend déjà énormément de plaisir quand on est en vente directe avec sa communauté de clients. Alors c'est encore plus de plaisir quand on est avec sa communauté de
confrères, de vendeurs, de collègues, je sais pas comment on doit les appeler, mais en tout cas de son équipe et de sa communauté. Ça, c'est génial parce que c'est des moments de plaisir où on partage tout ce qui va bien, tout ce qui va moins bien. Souvent, on devient très proche, très ami avec cette communauté de vendeurs. Donc, c'est une autre manière de penser les choses. C'est un vrai défi, je pense, pour la vente directe. Ce que moi j'appelle le middle management, mais libre, autonome, indépendant. Il faut trouver ces vocations-là. J'y crois assez. Alors là, par contre, tu vois, tu parles de génération. Moi, je pense que la nouvelle génération, elle va aimer faire ça. Elle va aimer accompagner différemment les équipes. Je suis assez d'accord là-dessus. Je pense que pour la nouvelle génération, j'avais vu une vidéo où justement on parlait de l'indépendance chez les moins de 25 ans. Donc c'est pas ma génération non plus. Qui disait que il voulait avoir, il disait vraiment leader. Il voulait avoir quelqu'un qui les lead, mais qui ne leur met pas de limites et qui va pas les diriger, mais qui les aide et qui les accompagne. Donc je pense qu'en effet, il y a vraiment un parallèle là-dessus. Et sur l'accompagnement, en vrai, la vente directe, on a tout pour ça. On a la communauté, qui est la chose en général la plus recherchée par tout indépendant, et de se sentir compris et avoir quelqu'un qui est à nos côtés. Je pense qu'en effet, c'est une énorme chance. Oui, c'est important de le préciser. La vente directe, c'est pas, vous êtes libre effectivement de démarrer, d'arrêter, de travailler à votre rythme, de vendre beaucoup, pas beaucoup, d'y passer du temps, pas du temps. C'est vrai. Mais c'est pas un métier. Ce ne sont pas des métiers dans lesquels vous êtes seul. Vous êtes jamais seul. Il y a évidemment l'entreprise qui vous accompagne, c'est évident, elle doit vous former au produit, etc. Mais vous avez vos équipes, quoi. Votre équipe, souvent, votre communauté qui est extrêmement présente et qui est importante et qui, franchement, crée un autre mode de fonctionnement pour le commerce qui moi, m'a séduit. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, parce que j'aime ça, parce que je trouve que c'est la possibilité pour énormément de personnes, sans distinction de catégorie sociale, d'origine, de géolocalisation, de background universitaire ou pas. Tout le monde est capable de développer une activité. Et c'est probablement un des seuls endroits où vous voyez des équipes complètement hétérogènes, des jeunes, des moins jeunes, des gens diplômés, pas diplômés, et qui amènent des compétences chacun de leur côté et qui partagent avec le groupe. Moi, je me souviens d'une équipe où on avait quelqu'un qui, certes, n'était pas diplômé, mais maîtrisait très bien les réseaux sociaux, expliquait à une dame un peu plus âgée, qui avait envie de se lancer mais qui savait pas s'y prendre, qui pourtant a fait elle de hautes études, et c'est bien cette nouvelle personne qui apprenait à la plus ancienne. Et inversement, cette plus ancienne, elle l'a rassurée. Tu parlais du rejet tout à l'heure sur les objections, parce que cette personne de plus de 50 ans, elle en avait pris des objections. Donc elle savait pondérer ça. Et ça, je pense vraiment que on est en vente directe un des seuls secteurs qui permet cette mixité sociale, culturelle, etc. Et ça, c'est très important. Entièrement d'accord. Et du coup, ça me mène vers la dernière question, qui est le besoin le plus exprimé, le plus important pour tous. Et je pense que ça s'applique à la vente directe comme à toutes nos vies, c'est le temps. On a besoin de plus de temps. Et donc, la question, c'est comment on arrête le temps ? Comment on gère le temps ? Et plus précisément en soi, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quels moyens a-t-on quand on est vendeur ou même autre personne à mieux s'organiser, à mieux gérer son temps ? Comment est-ce qu'on va gagner du temps ? Ouais, c'est un sujet, je pense que c'est le problème du siècle. Alors, le temps, c'est de l'organisation. Je vois énormément, moi, de conseillers de vente directe, de leaders, mettre à disposition de leurs équipes ou pour eux-mêmes des techniques pour essayer de structurer la journée, la semaine, pour passer du temps de manière équilibrée dans la prospection, la vente, le suivi client. Et évidemment les réseaux sociaux, mais pour moi ça fait partie de ce n'est qu'un outil de ce que je viens de citer. C'est très compliqué. Il y a un autre phénomène qui s'ajoute à ça. L'omniprésence des réseaux sociaux, elle n'est pas là que pour des activités professionnelles et elle nous monopolise énormément de temps passif. C'est-à-dire qu'on y passe vraiment beaucoup de temps. Et c'est comment on arrive à limiter son temps passif sur les réseaux sociaux et à le transformer en temps actif. Quand on est sur les réseaux, est-ce qu'on peut réserver du temps à l'activité professionnelle, à son métier, plutôt que à simplement scroller des choses sûrement très intéressantes et marrantes, mais peut-être pas
opérationnel. Et ça, c'est un vrai problème. Et puis, on est aussi sollicité parce que vu que tout notre entourage possède les réseaux sociaux, notre téléphone, nos réseaux sonnent, nous alertent de manière systématique. Et puis, l'information vient aussi nous poser problème. L'information en général, les médias, mais aussi l'information professionnelle. On est de plus en plus sollicité, on reçoit énormément d'informations et il faut trier tout ça. Et je pense que, moi, si j'avais une recommandation à donner, c'est se créer l'espèce de bulle vide où il y a que le projet sur lequel on veut travailler, que l'action qu'on veut mener pendant 1 heure, par exemple. Et se créer des bulles comme ça pour se séparer du reste, parce qu'en fait, on est constamment sollicité par énormément de choses. Et si on n'arrive pas à le faire, c'est compliqué. Et alors, quand on est indépendant, ce que je viens d'expliquer là devient encore plus important, parce qu'on va y rajouter, parce qu'on est chez nous, la famille, l'entourage immédiat, les problèmes de la maison, de l'appartement, etc. Et donc, il faut absolument se réserver du temps pour être efficace. Il y a autre chose et ça, c'est plus la responsabilité, je pense, des entreprises et des leaders. C'est vraiment accompagner les personnes qui travaillent avec vous vers des solutions technologiques, des outils technologiques, des logiciels de plus en plus efficaces. Donc il y a évidemment aussi un défi pour les éditeurs de logiciels et pour les solutions informatiques, mais il faut vraiment que le temps passé sur ces outils soit le plus court possible pour laisser un maximum de temps aux conseillers de vente directe avec leur communauté, avec leurs consommateurs. Si on trouve pas le moyen de vraiment leur faire gagner du temps, je pense qu'on manque à notre responsabilité d'accompagnant ou de formateur. L'organisation du temps, elle est clé. Entièrement d'accord là-dessus, et je pense que ce qu'on a vu aussi dans les réponses ouvertes, dans les besoins, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui demandaient des outils, des façons de déléguer de la part de la société. Parce que, j'en ai parlé aussi avec d'autres leaders qui avaient bien réussi, la clé c'est de se focaliser sur ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire, le savoir donner à quelqu'un d'autre, le déléguer. Et donc que ce soit pour les réseaux sociaux, pour des tâches quotidiennes, mais juste se libérer du temps et savoir investir son temps dans ce qu'on sait faire le mieux. C'est Ray Dalio qui dit ça aussi, qui dit en fait, n'essayez pas de perdre du temps à devenir moyen dans ce que vous savez pas faire, mais investissez tout dans ce que vous savez faire, où vous êtes fort, et c'est là où vous allez récupérer un maximum de valeur. Donc, entièrement d'accord là-dessus, et merci pour la réponse à cette dernière question. Du coup, comment arrêter le temps ? Ouais, alors j'aimerais avoir une vraie solution, mais je peux pas. Donc, je te rejoins sur tes propositions. Je te remercie beaucoup, Giancarlo. Ce qu'on va peut-être faire pour conclure ce podcast, merci pour tous ces échanges, pour toutes ces infos. Je pense qu'on aura l'occasion de rediscuter. On aura d'autres invités. Alors moi, je serai peut-être pas forcément présent. On parlera de vente directe évidemment à chaque fois. J'aimerais bien que tu redonnes un peu les coordonnées du Club Buy, comment on peut joindre le Club Buy, le site internet, etc. pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui pourraient être intéressées pour rejoindre le Club Buy. Avec grand plaisir. Alors le Club Buy, c'est assez simple, c'est leclubbuy.com pour le site internet. Pour mon adresse mail, c'est giancarlo@leclubbuy.com. Mais même plus que ça, je vous invite, société, distributeur, n'importe, de juste me contacter pour qu'on parle de ces sujets, parce que il y a plein de points qui ont été soulevés, il y a plein de questions qui sont encore là. Et mais moi, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir en parler, analyser avec un maximum de personnes, comprendre vraiment les résultats en détail. Et in fine, essayer d'apporter des solutions. Moi, mon idée en arrivant ici, c'est de se dire qu'est-ce qu'il y a comme chose qu'on peut améliorer, qu'est-ce que je peux apporter à toute l'industrie et comment on peut l'améliorer. Et pour ça, j'ai besoin de tout le monde et d'échanger avec un maximum de personnes. Donc si vous voulez vous lancer sur le Club Buy avec plaisir, si vous voulez me faire plaisir à moi, venez parler de l'étude, parlons de l'industrie et essayons de trouver des solutions. Parce que moi, j'ai pas de société, donc malheureusement, je peux pas appliquer ce que j'ai pu apprendre à travers de l'étude de marché, mais j'aimerais beaucoup pouvoir en parler avec des sociétés et voir s'il y a des sociétés qui appliquent nos apprentissages et voir si ça marche. Merci beaucoup, Giancarlo. Je te confirme, on est dans une position, moi c'est la même chose à la fédération, où nous ne possédons pas d'entreprise de vente directe, donc parfois on est un peu détaché, donc on reste très proche du terrain le plus possible, et c'est en ça que ces échanges sont hyper intéressants. Et puis évidemment, on est en dialogue constant avec des équipes et des entreprises. Évidemment, toutes les coordonnées seront dans les commentaires, sous la vidéo, et donc vous n'hésitez pas à nous contacter. Juste un point sur la fédération de la vente directe pour conclure. On va continuer ces podcasts parce qu'on trouve ces échanges hyper intéressants. Idem, dites-nous, il y a peut-être des thématiques sur lesquelles vous voulez qu'on intervienne ou qu'on invite certaines personnes pour en parler. Donc il ne faut pas hésiter à nous faire des remontées et des commentaires. Vous rappelez que la Fédération de la vente directe est un syndicat professionnel qui vient en soutien et en défense des entreprises de vente directe, qu'aujourd'hui c'est 110 entreprises représentées,
qu'on est évidemment très proche du terrain et des conseillers de vente directe, qu'on espère que dans les mois et semaines qui viennent, vous serez à l'écoute. On va notamment lancer des programmes de formation ouverts à tous pour évidemment les entreprises adhérentes de la fédération, mais aussi pour les conseillers de vente directe qui travailleraient pour des entreprises non adhérentes et qui peuvent même amener à des certifications professionnelles. Certifié par France Compétences. Donc n'hésitez pas, restez connectés, on vous donnera plus d'informations là-dessus dans les semaines à venir. On est évidemment à votre disposition. Si vous avez des questions, le site de la fédération c'est fvd.fr et d'ici là, à bientôt